Bonjour à tous, bienvenue pour cette première émission culturelle de l'année 2020. Au menu de ce jour, le festival de slam à Crassier, le retour des Bombers qui réchauffent, mais aussi des nouveautés du phare, le festival des arts vivants à Nyon. Avant de commencer, l'occasion de vous souhaiter une très bonne année, comme le dit si bien Mademoiselle F, qu'elle vous soit Pinocchio. Justement, Mademoiselle F, parlons-en, elle sera de retour le 31 janvier et le 1er février avec la danse des mots, festival de slam pour sa 3e édition organisée à Crassier en partenariat avec slammer.ch et Payot Nyon. On en parle avec vous, Pablito. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous. 3e édition donc du festival de slam, la danse des mots. Est-ce que tu peux nous rappeler le concept de ce festival ? Le concept de ce festival, c'est de programmer des spectacles, des scènes libres, un atelier et un tournoi de haïku pour faire venir des artistes vaudois et genevois à Crassier. Voilà, Crassier est un peu une sorte de trait d'union entre Vaud et Genève au niveau du slam et faire venir le slam à la campagne. Parce que voilà, c'est pas uniquement une poésie urbaine, on peut aussi slammer en dehors des villes. Capitale de Crassier, donc Crassier cette année encore. Donc le slam qui revient pour la 3e édition et cette année le partenariat avec Payot, ça apporte donc encore plus de sérieux. Oui, tout à fait. On est vraiment très heureux de ce partenariat. Ça va nous donner aussi une bonne visibilité. On va d'ailleurs faire une démonstration le 31 janvier à 17h30 dans les locaux de Payot Nyon et il y aura un stand avec des livres de slam et sur le slam. La suite, ce sera donc le 1er février à l'atelier de Mademoiselle F, rue de la Tour 46 à Crassier. Quand on t'entend parler, Pablito, on entend que ça chante. Le slam, c'est en toi, c'est dans ton quotidien, il n'y a pas de doute. Oui, en fait, je suis slammer professionnel depuis octobre 2018, donc je fais plus que ça. En fait, j'anime des ateliers, je me produis sur scène, je vends des livres, des t-shirts. Enfin, c'est toute ma vie, c'est ma passion, mon travail et mon métier. Et ça fait depuis 2006 que je fais du slam, donc ça fait 13 ans maintenant, 14 ans. Et à la base, je suis rappeur et j'ai fait aussi un peu de théâtre, d'improvisation théâtrale. Et le slam me permet de rassembler toutes ces disciplines. Pour savoir tout à l'heure qu'est-ce qui t'a convaincu de te mettre au slam, on en parlera d'ici quelques instants à la maison. Pour savoir qu'est-ce que fait Pablito et surtout pour l'entendre, je vous propose un extrait et on revient tout de suite après. Répandu sur toute la terre, le slam n'a pas de frontières. Basé sur le partage, avec des slamateurs de tous les âges, on slam dans toutes les langues du monde. Les slameurs rebelles dénoncent tout ce qu'ils trouvent immonde. Il y a les slams pour les grosses têtes, et les slams émotions destinés à toucher les cœurs. Les slams partis pour faire la fête. Il y a des slams de tous les styles, des textes avec tous les types de contenus. Il y a des poèmes palmiers dans les îles, et des slameurs sur tous les continents. Il y a des slameurs de toutes les classes sociales, c'est un art fédérateur. J'ai passé l'âge percé dans le rap, mais certains rappeurs sont de 15 ans mes aînés. Si t'as moins de 20 ans, t'étais pas né quand j'ai commencé à rapper. Dans le milieu hip-hop, je suis un ancien. Dans ma tête, je suis un gamin. Les jours où j'écoute le plus de rap, c'est quand je fais la lessive et la vaisselle. Et j'ai remplacé mon déo et mon parfum par des huiles essentielles. Tu veux tout savoir sur le slam? Demande à Mark Smith. C'est ouvert aux débutants et aux professionnels, aux mots petits et gros, aux verbes conjugués ou intemporels. Tu peux lire, réciter ou improviser. La seule contrainte, c'est la créativité. La scène est ouverte à tous sans discrimination. C'est le seul endroit où il y a une réelle liberté d'expression. Tu trouveras pas ailleurs une plus grande diversité. Aux soirées slam, les autres viennent te parler. Ton passage sur scène fait tomber les barrières. Le public devient poète, le slammer spectateur. On peut slammer à toute heure. Le soir dans des bars, l'après-midi dans la rue, à midi dans le métro, petit matin en petite tenue. Le slam n'a pas de barrière, le slam n'a pas de frontières. Amis ou ennemis, les slameuses et les slammeurs sont tous frères et sœurs. Pourquoi avoir choisi le slam pour t'exprimer, Pablito ? Ça faisait quelques années que je faisais du rap, j'écrivais de la poésie et j'avais de la peine à m'accorder, à me contraindre par les codes du rap. Et voilà, j'avais besoin d'un moyen d'expression plus libre et pouvoir partager mes textes sans qu'il y ait de contraintes au niveau forcément du style, du contenu, du tempo. C'est ce qui fait la différence avec le rap? C'est avoir plus de liberté, ne pas avoir de musique? Déjà, le fait de ne pas avoir de musique, en fait, le rap vient du monde de la musique et le slam vient du monde de la poésie. Et le slam, c'est des scènes ouvertes et des tournois de poésie.
Donc il y a plein de personnes, n'importe qui peut s'inscrire et monter sur scène. Et avec comme règle, pas de musique, pas de costume, pas d'accessoires, pour vraiment se concentrer sur le texte et la façon de le dire. 3 minutes par personne maximum, pour qu'un maximum de personnes puissent monter sur scène et qu'il n'y ait pas une personne qui monopolise la parole. Et un texte dit égale un verre offert. Donc il y a un animateur qui prend les inscriptions et qui offre un bon boisson à chaque slammer. Donc un art qui rassemble, on le comprend. Tu disais dans tes textes slam intello ou slam émotion. Qu'est-ce que tu préfères ? Je préfère, c'est difficile à dire, peut-être slam intello, mais je préfère encore le slam technique ou le slam humoristique ou le slam politique aussi. Des fois, ça m'arrive. Ton amour pour la verbe, comment est-ce qu'il est venu finalement ? Ton langage travaillé, ça se travaille au quotidien. C'est un amour pour les lettres qui était là dès le départ. Comment est-ce que tu as fait évoluer ? J'ai commencé par écrire un journal intime, écrire des poèmes, des nouvelles. Et voilà, je me suis mis à écrire des chansons aussi, du rap. Et c'est vraiment à force d'écrire tous les jours, j'ai tout le temps des carnets sur moi, j'ai des carnets dans plusieurs pièces de la maison. Donc dès que j'ai une idée, je l'écris. Et puis le fait de pouvoir me produire sur scène aussi, partager ces textes, ça permet d'avoir le retour du public et des fois de pouvoir les améliorer, les modifier. En 2018, publication d'un livre collectif avec 30 slammers ici présents. Slam, 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 le slam en 5 chapitres. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Alors c'est un livre qui a été coédité par la Slam et slammer.ch en auto-édition. Il a été coécrit par 30 slammers romans et il contient des slams, des haïkus, des exercices d'écriture, des essais, des témoignages et la slamographie la plus complète de la planète avec près de 300 références de livres, de films, de disques et de sites et pages web sur le slam et autour du slam. Carrément, c'est-à-dire qu'un livre comme ça, il n'existait pas avant ? C'était pas défini en tant qu'art, en tant que tel, ou pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de traces écrites du slam finalement ? En fait, il y a déjà eu des traces écrites. Il y a des recueils de slam qui sont publiés notamment aux éditions d'en bas dans la région, qui sont des livres CD de slam. Il y a aussi eu des livres sur le slam. On avait notamment participé à un livre publié par Camille Vorger, aussi aux éditions d'en bas. Donc ça existait déjà, mais là c'était un peu le projet des slammers eux-mêmes, en fait, où on s'est fédérés, on s'est mis ensemble pour créer un livre qui est unique en Suisse romande. Et tu nous parlais des haïkus tout à l'heure. Est-ce que tu peux peut-être nous en lire un extrait, nous expliquer qu'est-ce que c'est déjà ? Alors, les haïkus, c'est des petits poèmes japonais à la base de 3 vers de 5, 7 et 5 syllabes. Et par exemple, bébé crie ouin, ouin, devenu adolescent, bébé crie joint, joint. Ou encore, si tu mets oiseau dans casserole, c'est très chouette, hibou. Et lors des soirées au festival de slam, on organise des tournois de haïku. Donc ça se passe sous forme de duel où un haïkiste porte une écharpe noire, l'autre une écharpe blanche. Et il y a 5 personnes dans le public qui ont des cartes noires et blanches et qui votent pour leur haïku préféré à chaque fois. Et c'est 3 haïkus gagnants pour passer au prochain tour. Et donc il faut prévoir... Avec un verre à la clé aussi ? Avec le plus grand respect, l'admiration et les honneurs à la clé. Et donc voilà, les haïkistes s'affrontent. Et vu qu'il y a plusieurs paliers, il y a les qualifications en demi-finale, finale, il faut prévoir au moins une dizaine, quinzaine de haïkus pour pouvoir participer. Et les inscriptions se font sur place. Tu parles de qualification. Le festival de slam à Crassier, c'est d'ailleurs une finale. Oui, c'est une finale, vu qu'il y a eu un tournoi de haïku au Chat Noir à Carouge, dans la région genevoise. Et il y aura un tournoi de haïku le 29 janvier à 20h au Terreau à Lausanne. Et les vainqueurs lausannois et genevois s'affronteront lors du tournoi de haïku. Pour revenir à toi, j'ai pu lire dans ta biographie plusieurs styles, un style caméléon teinté de différents personnages. Comment est-ce que tu les choisis en fonction de la scène, du public ? Comment est-ce que tu fais ton choix de ton émotion ? En fait, ça dépend le type de texte que j'écris. C'est vrai que Pablito, en général... Pablito et l'Indomptable, c'est mes 2 principaux pseudos. Mais Pablito, c'est en général plus pour les textes humoristiques. L'Indomptable, c'est plus pour les textes revendicateurs, un peu rebelles, militants. Il y a aussi le sale gosse, où là, c'est plus un peu le rappeur, les textes un peu plus racailleux, urbains. Et donc, c'est vraiment selon le type de texte, selon le style que je choisis un pseudo.
Et puis les t-shirts qu'on peut trouver aussi sur ton site, on le rappelle, slammer.ch. Le festival donc le 31 janvier et le 1er février. Pablito, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On reste dans du t-shirt, on passe aux bombers, on s'habille parce qu'il fait froid et l'hiver. Et bien là, les bombers qui réchauffent reviennent pour le 17 février, deuxième édition de cette initiative qui réchauffe les cœurs, des vestes uniques 100% suisses, chaudes et neuves, offertes aux personnes démunies. C'est le concept, un partenariat avec Caritas Vaud et le soutien du Lions Club de Nyon. Nous sommes allés à l'atelier proximité de Nyon en pleine préparation des bombers. J'ai hâte de voir celui-là. Celui que tu as choisi. Bah oui. Moi j'ai hâte de voir celui-là, hein. C'est celui que j'ai choisi. C'est une édition qui a été créée l'année dernière, qui a un seul objectif, c'est d'offrir des bombers, donc des vestes chaudes, uniques, aux personnes démunies. Ce qu'on a envie, c'est vraiment de les intégrer dans la vie des quartiers et qu'ils puissent avoir des vêtements qui soient neufs. Ils ont souvent des 3e ou 4e mains. Et là, on a vraiment envie de les valoriser et qu'ils puissent avoir quelque chose qui, normalement, ils ne pourraient pas avoir ou acheter. Ce projet se fait avec 2 participations, le Lions Club et Caritas. Comment s'est fait finalement cette rencontre entre ces 3 partenaires ? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on accélère sur cette deuxième édition. La première, c'était District et Josiane. Et Josiane, qui est présidente du Lions Club de Nyon, a tout de suite voulu soutenir vraiment la deuxième édition. Et l'objectif vraiment prioritaire de cette année, c'était de toucher les bonnes personnes. Et donc on s'est rapproché assez naturellement de Caritas Vaud, qui a adoré le projet, son côté créatif, son côté original, mais son côté aussi valorisant pour les personnes dans la rue. Donc finalement, ça a été une sorte de triptyque assez naturel et l'ensemble des acteurs se réjouit vraiment de pouvoir lancer cette deuxième édition. Mélodie, le côté créatif, c'est à toi qu'on le doit évidemment puisque tu es là aussi dès le départ à l'origine du projet. Avec tes mains, tu crées donc ces bombers, on va en parler tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui te plaît finalement dans ce projet ? Pourquoi tu as eu envie de rejoindre le concept ? Alors effectivement j'aime beaucoup ce projet, c'est mon métier de faire des vêtements, donc là participer avec le projet de Raphaël c'est très bien. Et puis ça change aussi, c'est un autre monde, faire des bombers réversibles, c'est toujours intéressant. Et puis voilà, tout le côté créatif, partir du patron, de faire couper, coudre, c'est toujours intéressant. Comment vous avez travaillé, Mélodie ? Alors en fait, on a présenté les tissus aux personnes de Caritas et ils ont eux choisi quel tissu ils voulaient mettre dans les bombers. Et en fait, on leur a laissé assez libre parce que chaque pièce de vêtement, par exemple une manche gauche, une manche droite, eh ben, ils pouvaient choisir la couleur qu'ils voulaient, le tissu, puis faire des associations comme ça. Donc ça donnait un côté un peu amusant au projet. Ces bombers de la première édition, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Est-ce que justement il y a une histoire qui s'est faite ? Alors là où c'est hyper valorisant et hyper intéressant, c'est qu'on sait qu'on a eu un impact puisque le 16 février dernier, donc 16 février 2019, on a eu la chance de voir ces personnes dans le besoin qui portaient ces bombers-là le jour J et le lendemain. Alors c'est vrai que on fait un peu le tour, on est Nyonnais, on fait un peu le tour, on n'a pas eu la chance de revoir ces personnes-là avec les bombers. On espère que ces créations sont toujours utiles pour elles et on se réjouit aussi de passer de 5 à 10 bombers pour que finalement il y ait une vraie vie qui perdure après la date du 17 février et de la remise des bombers. Pour les aspects pratiques, comment ça va se passer ? Alors, c'est très simple. On va avoir déjà une première phase de communication parce que la commune de Nyon va nous mettre aussi à disposition des espaces de communication. Donc, on va avoir des grands posters pour que les personnes qui puissent voir ce poster puissent potentiellement communiquer auprès de personnes qui puissent connaître des personnes dans le besoin pour leur indiquer en fait l'adresse de Caritas pour qu'ils viennent se manifester. Ensuite, il y aura donc le 17 février une remise qui sera faite toujours à Caritas Vaud avec un vrai petit événement pour les valoriser, pour qu'ils aient vraiment l'impression qu'on ait fait quelque chose d'important pour eux, mais surtout d'utile. Alors oui, c'est important et on trouve ça chouette du côté district, mais il faut toujours se rappeler que ce qu'on fait, c'est uniquement pour les personnes qui ont froid et on souhaite vraiment qu'ils soient réchauffés le plus possible, en tout cas le 17 février. Ouais. Une action qui nous fait donc du bien à découvrir du côté de Caritas, soutenue par le Lions Club et fait ici dans la région, dans l'atelier proximité. Raphaël, Mélodie, merci d'avoir été avec nous et bonne année. Merci, bonne année. Bonne année.
Fin 2019, le Festival des Arts Vivants signait une convention de subvention avec la ville de Nyon, la région ainsi que le canton. Jusqu'en 2022, le phare recevra plus de 2,1 millions de francs. Début d'année sur les chapeaux de roue avec des résidences d'artistes et des spectacles hors les murs. On en parle avec vous, Véronique Ferrero de Lacoste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du phare. On va parler art tout d'abord. Une résidence d'artistes au phare, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça peut prendre différentes formes, mais c'est tout d'abord accueillir un artiste, entendre ses besoins, l'accompagner sur le travail qu'il va faire, le mettre en relation souvent avec la région, les habitants, un quartier. Tout cela dépend beaucoup, en effet, du type de recherche, de projet artistique que l'artiste veut faire. Mais c'est aussi un accompagnement d'artistes plus jeunes, parfois, et donc des conseils sur comment on monte un dossier, comment on fait un budget, comment on se met à chercher de l'argent, et puis plus tard, comment on va faire diffuser, comment on va essayer de diffuser aussi son spectacle. Parce que le rôle d'un artiste aujourd'hui, malheureusement, c'est pas seulement de créer, c'est aussi savoir faire sa communication, savoir tout faire. Absolument. Ça, c'est dans le système, je dirais, un peu traditionnel, hein, de la création à la production jusqu'à la diffusion. Et puis, par contre, nous, on s'interroge aussi beaucoup sur le rôle de l'artiste aujourd'hui, un peu autrement, un peu ailleurs que uniquement sur la scène et dans la question de la diffusion, mais comment un artiste peut trouver un autre rôle aussi au sein de la société avec des projets comme celui, par exemple, de Marco Canale. Marco Canale, justement, on va en voir un exemple et on en parle tout de suite après. We are just starting trying to understand the region, the place where we are going to work and start meeting different people, especially old people, but also from other generations, talking about history, also about present and also about how they imagine the future and also about trying to imagine different problematic situations that are in the region and how we can manage to do maybe something in the framework of a fiction. La vitesse de la lumière sera présentée dans le cadre du festival Phare 2020 du 12 au 22 août. Justement, au Phare, les étapes du processus créatif sont tout autant importantes finalement que le projet en lui-même. Absolument, tout à fait. Alors, Marco Canale est un artiste argentin, je l'ai rencontré à Buenos Aires. Il montait un projet avec une communauté dans une favela, une communauté de personnes âgées. Le projet était fort, m'a beaucoup intéressé, on a discuté et réfléchi comment le réaliser en Suisse. Donc assez vite, une communauté de personnes âgées de montagne était la cible qui l'intéressait. Donc, comment est-ce qu'on fabrique ça? Comment est-ce qu'on rend possible ça? Tout d'abord, on a imaginé quelle était la région la meilleure, quel partenaire trouver pour pouvoir monter ce projet. On a identifié le Valais, le Val d'Anivier, et on collabore avec la FDDM, la Fondation de développement durable des régions de montagne, qui est un partenaire extrêmement important pour faire ça. Donc Marco Canale est en résidence 3 mois, il était là en novembre, il est à nouveau là maintenant en janvier, puis il sera là dès le mois de juin jusqu'au festival. Et il travaille avec les gens de cette vallée d'Anivier, une partie, puisque c'est une grande vallée. Donc, comment est-ce que l'art va à la rencontre des habitants, s'intéresse à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont, et là tout particulièrement les personnes âgées? Comment est-ce que l'art peut tout d'un coup servir, aider à la transmission d'une vie, à la transmission d'un patrimoine immatériel? Comment est-ce que l'art a servi justement? On peut prendre des exemples concrets. À Perton, un projet aussi avait eu lieu avec le Phare. Comment est-ce que ces projets servent finalement à la société et par exemple aux Nyonnais? Alors en fait, on pense que l'art peut venir en renfort, être un allié à des questions de société, à des questions d'actualité, parfois plus politiques, en l'occurrence dans la dernière édition liée à toutes les questions écologiques, et ça continue. Et c'est pour nous une façon d'aborder certains sujets, mais différemment que peut-être de la façon dont le fait un média ou le fait un journal scientifique. Donc l'approche de l'artiste sur ces questions-là va permettre d'ouvrir d'autres porte sur ces questions et souvent invité par la forme même du moment de la manifestation, de l'action de l'artiste, permettre à des spectateurs, à des habitants d'être convoqués, intéressés, impliqués et s'engager même parfois
Voilà, c'est cet outil, c'est à cet endroit-là que l'art peut servir à un type d'engagement sociétal, d'engagement citoyen aussi. Vous nous parliez aussi de l'aspect tremplin du phare. Un autre exemple, justement, c'est Romain Darol, qui était d'ailleurs passé au phare et actuellement en résidence, non plutôt au théâtre de Vidi, en spectacle à Lausanne, à voir les 10 et 11 janvier. On regarde un extrait. Il était question de Vita Nova. Vita Nova. Premier, deuxième, troisième, quatrième rayon. Lettre P. P. Poirier. Vous serez là, j'imagine, au cours samedi prochain. Voyons-nous après autour d'un café pour parler Vita Nova. Véronique, j'imagine que pour vous, c'est une fierté finalement de voir ces artistes prendre leur envol. Tout à fait. Le dispositif Extra Time qu'on a mis en place il y a 5 ans, donc on était à la 5e édition en 2019, consiste en un accompagnement sur 6 à 8 mois de 3 jeunes artistes suisses, que ce soit de Suisse romande, mais également de la région alémanique. Et on les accompagne, comme je le disais auparavant, autant sur des questions de production, de recherche de fonds, mais également avec un mentor, un coach, qui, pendant ces 6 mois, suit leur travail, leur amène des éléments de réflexion, les conseils sur la dramaturgie, sur la construction, etc. Les projets sont ensuite présentés au phare. Et puis de là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le programme Extra Time rencontre un beau succès et il attire des professionnels de toute la Suisse romande, mais aussi de l'étranger, pour venir découvrir ces jeunes artistes. Et depuis quelques éditions, 2018-2019, on a des artistes qui ensuite ont un parcours, et comme celui de Romain Darol, puisque le spectacle a déjà été joué à Saint-Gervais à Genève, au Petit Théâtre en Valais, maintenant au Théâtre de Vidi. Une autre artiste, Tian, a été dans la sélection suisse à Avignon l'été dernier. Là, maintenant, une tournée en Europe est en train de se mettre en place. Donc oui, bien sûr, beaucoup de satisfaction. Et surtout, comment, une fois de plus, le phare est là pour accompagner des processus, rendre possible des rêves, des projets. Et tout ça depuis ici, depuis Nyon, depuis cette région. Finalement, des arguments qui prouvent que le phare est toujours plus fort. Aussi, j'aimerais revenir sur la convention qu'a Tripartite signée en fin d'année dernière. On a souvent entendu dernièrement que dans le milieu culturel, la culture est face à des coupes. Pour vous, tout va bien, cette convention signée. Du coup, comment vous vous placez face à vos camarades? Comment vous le vivez, cette situation? J'imagine bien, puisque c'est de l'argent qui rentre, mais comment est-ce qu'on se positionne à côté des autres? Bon, alors, ce n'est pas non plus toujours si simple. Bien sûr, on est heureux, la convention est signée, c'est la 3e et c'est la première avec le canton qui s'y associe. L'année dernière, on a tout de même eu quand même une coupe de 5%, comme tous les autres acteurs. Et cette année, en effet, les institutions conventionnées n'ont pas été touchées par cette coupe. Ce qui est très, très précieux avec un outil comme une convention, c'est comment est-ce qu'on peut se projeter, travailler sur du moyen long terme, mais en tout cas du moyen terme, et avoir tout ce type de démarches dont on vient de parler, qui sont des engagements qui vont bien au-delà de 11 jours de festival, puisque c'est un travail de longue haleine. Alors, on est absolument ravis. C'est pour nous, évidemment, une reconnaissance du travail du phare. Et reconnaissance veut aussi dire levier par rapport à nos autres recherches de financement, puisqu'on est soutenu par les pouvoirs publics à hauteur de 62-63%, mais tout le reste de l'argent, c'est de l'argent que nous cherchons auprès de sponsors, auprès de fondations. Donc le travail est conséquent et cette reconnaissance nous aide dans tout ça. Véronique Ferrero de Lacoste, merci d'avoir été avec nous en ce début d'année. Longue vie au phare et à toute l'équipe. Salutations, à très bientôt. Merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. Vous le savez, à très vite.